Regarde ces images avec beaucoup d'attention. Mer Méditerranée. Entre la côte espagnole et le nord de l'Afrique, un pétrolier navigue sur les eaux. Musique. Mais ce que l'équipage de ce navire ne sait pas, c'est que des hélicoptères militaires français s'approchent rapidement. Ce qui va se passer va couper une des principales artères financières de la guerre de Vladimir Poutine. Des commandos de la marine française commencent à descendre en rappel des hélicoptères NH-90 entièrement armés et équipés. Au revoir. Ils atterrissent sur la structure du navire en mouvement. L'équipage est complètement pris par surprise. En quelques minutes, les commandos français prennent le contrôle total du pétrolier. Le capitaine, un homme indien de 58 ans, est arrêté. Ce navire, appelé Grinch, fait partie d'une flotte secrète de plus de 1400 navires qui maintiennent l'économie de guerre russe en marche. Cette flotte transporte 60% de tout le pétrole russe, qui échappe aux sanctions internationales, et la France vient de déclarer la guerre à cette flotte. Cette opération a eu lieu le 22 janvier 2026. Mais si vous pensez que capturer ce navire était impressionnant, ce n'est que le premier coup que la France a porté contre la Russie. Parce qu'au même moment où des commandos français envahissaient le Grinch en Méditerranée, quelque chose d'encore plus grand se passait dans le ciel au-dessus de l'Ukraine. Même les États-Unis n'y sont pas parvenus. Restez avec nous. Nous allons révéler ce que la France a fait et pourquoi. Vladimir Poutine fait maintenant face à un problème qu'il ne peut pas résoudre. Pour comprendre pleinement ce que la France vient de faire, nous devons revenir un peu en arrière et expliquer ce qu'est cette flotte fantôme russe et pourquoi elle est si importante pour la guerre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Occident a imposé les sanctions économiques les plus sévères de l'histoire moderne. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont interdit d'acheter le pétrole russe à plus de 60 $ le baril. Plus important encore, ils ont interdit aux entreprises occidentales de fournir des services de transport maritime et d'assurance. Para esse petróleo. En théorie, cela aurait dû étrangler l'économie russe, mais Vladimir Poutine a trouvé une solution. Il a commencé à acheter de vieux navires à travers le monde, que n'exploiterait aucune entreprise respectable. Des pétroliers de 20, 25, parfois 30 ans, des navires qui, techniquement, auraient déjà dû être mis à la retraite. Ainsi naquit la flotte fantôme. Ces navires agissent d'une façon impossible pour des navires commerciaux. Ils coupent leur système de suivi pour disparaître des radars internationaux. Ils changent sans cesse de pavillon, s'enregistrant dans des pays peu réglementés comme Ouros, le Gabon, la Barbade ou le Libéria. Des lieux où les autorités interrogent peu. Et ils naviguent sans assurance adéquate, créant d'énormes risques environnementaux. Si l'un de ces navires coule avec des millions de litres de pétrole, il n'y a pas d'assureur fiable pour payer les dégâts. Le Grinch en est l'exemple parfait. Construit en 2004, le navire a 22 ans. Il a changé de nom et de pavillon 5 fois en 4 ans. Avant juillet 2022, il s'appelait Cal. Le navire était enregistré aux Comores, un petit pays insulaire au large de la côte africaine, que la plupart des gens ne pourraient pas situer sur une carte. Les Comores. C'est ce qu'on appelle un pavillon de complaisance, un pays où l'on peut enregistrer un navire sans subir d'inspection rigoureuse. Lorsque les commandos français ont fouillé la documentation du navire, ils ont découvert que même cet enregistrement douteux était faux. Le navire naviguait sous un pavillon frauduleux. C'est crucial d'un point de vue juridique, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les navires en haute mer bénéficient normalement de la protection du pays où ils sont enregistrés. Mais si un navire utilise un faux pavillon, il devient effectivement apatride. Et les navires sans nationalité peuvent être abordés et capturés par toute force navale qui les rencontre. C'est exactement ce que la France a fait.
Le Grinch avait quitté le port de Mourmansk, dans l'Arctique russe, avec du pétrole brut. Il a navigué dans l'Atlantique Nord, a traversé le détroit de Gibraltar et est entré en Méditerranée. Mais la France n'a pas agi seule, le Royaume-Uni a fourni un soutien crucial. Un petit navire de la Royal Navy britannique, le HMS Dagger, a commencé à suivre le Grinch dès qu'il est entré dans le détroit de Gibraltar. Le HMS Dagger est un navire impressionnant. Avec seulement 19 mètres de long, il est propulsé par des moteurs à jet d'eau, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de 41 nœuds, soit l'équivalent de 76 km/h sur l'eau. Il a été spécialement conçu pour des opérations de surveillance dans des eaux étroites. Basé sur le rocher de Gibraltar, le HMS Dagger a suivi chaque mouvement du Grinch, a photographié le navire, a enregistré sa vitesse, sa trajectoire, sa position sur l'eau. Ces données ont été partagées avec la France, qui a organisé l'opération d'interception. Lorsque le Grinch se trouvait au milieu de la mer d'Alborán, entre l'Espagne et le Maroc, les hélicoptères français ont attaqué. Après sa capture, le navire a été détourné vers un port près de Marseille, où il reste, pendant l'enquête judiciaire des autorités françaises. Cette coopération franco-britannique n'est pas un hasard. Elle fait partie d'une stratégie coordonnée visant à détruire la flotte fantôme russe par des attaques physiques contre les navires. Et le Grinch n'a pas été la seule cible récemment. Quelques jours plus tôt, les États-Unis ont capturé un autre navire de la flotte fantôme lors d'une opération encore plus spectaculaire. Le navire, d'abord nommé Bella, a transporté du pétrole de Russie au Venezuela, quand les forces américaines ont cherché à l'intercepter. L'équipage a accompli l'extraordinaire au cœur de l'Atlantique. Ils ont repeint le nom Bella 1 en Marinera, remplacé le pavillon de la Guyane par celui de la Russie et ont poursuivi leur fuite. Le navire a parcouru des centaines de milles. Pendant qu'il était poursuivi, il a éteint son système de localisation 17 fois pour essayer de semer ses poursuivants. Il a eu 379 rencontres, suspectes avec d'autres bateaux. Dans un geste inédit, le gouvernement russe a provisoirement enregistré le navire en fuite pour tenter de le protéger. Mais les États-Unis n'ont pas abandonné. Avec le soutien logistique britannique, y compris l'utilisation de bases, de navires de ravitaillement et d'avions de surveillance, les forces américaines ont finalement intercepté la Marinera, l'Écosse et l'Islande. Le navire a été capturé, son capitaine a été arrêté. Des rapports disent que la Russie a envoyé un sous-marin pour escorter le navire, sans succès. La capture du Grinch et de la Marinera envoie un message clair. La flotte fantôme n'est plus invisible, elle n'est plus intouchable. Chaque navire capturé augmente le coût de l'assurance, augmente le risque pour les équipages, augmente les rabais que Vladimir Poutine doit offrir pour trouver des acheteurs prêts à prendre le risque. Cette flotte transporte 60% du pétrole maritime russe. Elle comprend, selon des estimations prudentes, environ 1400 navires. Parmi ceux-ci, 921 sont soumis à des sanctions par au moins un des 3 grands blocs occidentaux. Poutine a investi 14 milliards de dollars dans ce réseau, aujourd'hui directement attaqué, alors qu'il croyait sa flotte invisible. Il avait tort, et ce n'est que son premier problème. Car, pendant que la France attaquait la flotte fantôme en Méditerranée, quelque chose de bien plus dévastateur se produisait à des centaines de kilomètres au-dessus de l'Ukraine. Le 15 janvier 2026, le président français, Emmanuel Macron, a fait une annonce surprenante lors d'un discours aux forces armées françaises. Il a révélé que la France fournit désormais les 2/3 de tous les renseignements militaires que l'Ukraine utilise pour identifier et attaquer des cibles russes. 2/3. Cela signifie que la France a dépassé les États-Unis en tant que principal fournisseur de renseignements pour Kiev. Et vous voulez savoir comment cela a été possible? Eh bien, la réponse se trouve dans l'espace. La France a développé en 20 ans une constellation de satellites espions rivalisant avec les meilleurs systèmes mondiaux. Ces satellites se concentrent désormais uniquement sur le conflit en Ukraine.
Le système principal, CSO, comprend 3 satellites aux fonctions distinctes. Le premier vole à une altitude de 800 km et fournit une vue d'ensemble du champ de bataille. Ces caméras capturent des images avec une résolution de 35 cm par pixel, ce qui signifie qu'il peut identifier des concentrations de véhicules blindés, des positions d'artillerie, des dépôts de munitions. C'est le satellite de reconnaissance. Le deuxième satellite est encore plus impressionnant. Il vole beaucoup plus bas, à seulement 480 km d'altitude. Cette proximité permet une résolution extraordinaire de 18 cm par pixel. Avec cette clarté, les analystes peuvent identifier non seulement qu'il y a un char à un endroit donné, mais aussi quel est le modèle exact du char. Ils peuvent voir les marques d'identification. Ils peuvent distinguer entre un équipement réel et les chars gonflables factices que la Russie utilise pour tromper les attaques. Voler aussi bas pose problème, car il reste des traces d'atmosphère terrestre à cette altitude. Le satellite subit une usure continue. Sa durée de vie est estimée à seulement 10 ans. Il a été lancé en 2020. Il devra donc être remplacé en 2030, mais tant qu'il sera opérationnel, il restera un outil de guerre dévastateur. Le troisième satellite vole à la même altitude que le premier, mais ailleurs. Sa fonction est de mettre à jour les images en permanence. Si le premier satellite survole une zone et capture une image, le troisième passe au-dessus de la même zone quelques heures plus tard et la met à jour. Tout cela garantit que l'Ukraine dispose d'informations qui ne datent pas de plus de 12 heures. Dans une guerre où les lanceurs de missiles et les batteries d'artillerie changent constamment de position, cette fréquence de mise à jour est cruciale. Les miroirs de ces satellites sont fabriqués à partir d'un matériau spécial appelé zéro dur, un verre qui ne se déforme pas. Avec les changements brutaux de température dans l'espace, les satellites passent de plus de 120 degrés Celsius sous la lumière directe du Soleil à moins de 150 degrés négatifs dans l'ombre de la Terre. Ce cycle se produit toutes les 90 minutes. Un miroir normal se déformerait et ruinerait la précision des images. Le zéro dur reste parfaitement stable, garantissant que chaque photo ait la netteté nécessaire pour identifier des cibles militaires. Mais la France ne dépend pas seulement des satellites qui prennent des photos. Elle exploite aussi un autre système, appelé CERES. 3 satellites volent en formation triangulaire à 700 km d'altitude. Ces satellites, ça ne prennent pas de photos. Ils détectent des signaux radio. Lorsqu'un radar russe est allumé, il émet un signal caractéristique. Les 3 satellites détectent ce signal et utilisent la différence dans le temps d'arrivée pour calculer l'emplacement exact du radar. Grâce à cela, l'Ukraine sait exactement où se trouvent les systèmes de défense aérienne russes, même s'ils sont camouflés ou cachés. Et c'est là que Poutine a découvert qu'il avait un problème bien plus grave qu'il ne l'imaginait. La combinaison de ces systèmes a engendré un cycle de renseignement très efficace. En janvier 2026, l'Ukraine a lancé une campagne de frappes aériennes de 48 heures qui a détruit des milliards de dollars d'équipements russes. Les cibles comprenaient des systèmes S-400 et S-300. Les systèmes de défense aérienne les plus avancés de la Russie comprenaient des radars spécialement conçus pour détecter les drones et les missiles volant à basse altitude. Ils comprenaient des systèmes d'alerte précoce à longue portée. Ils comprenaient la défense qui protège tous les autres systèmes. Ce type d'attaque s'inscrit dans une campagne plus large. Au cours de l'année écoulée, en utilisant ce type de renseignement de précision, l'Ukraine a réussi à détruire environ 4 milliards de dollars de systèmes de défense aérienne russes. Comment cela a-t-il été possible au final ? Eh bien parce que le renseignement français a fourni chaque coordonnée, chaque mise à jour de position, chaque confirmation de cible. Les satellites qui détectent les signaux identifiaient quand un radar était activé. Le satellite à haute résolution confirmait visuellement la position et vérifiait qu'il ne s'agissait pas d'une fausse cible. L'Ukraine lançait l'attaque et quelques heures plus tard,
Un autre satellite passait au-dessus de la zone et confirmait la destruction. Ce type de guerre guidée par le renseignement spatial est quelque chose que même les États-Unis ont du mal à exécuter avec une telle précision constante. Et il y a un détail dont peu de gens parlent à propos de la France, mais elle est devenue plus fiable que les États-Unis pour l'Ukraine, et cela se produit principalement à cause de la politique américaine. Lorsque Donald Trump est revenu à la présidence en 2025, la relation entre les États-Unis et l'Ukraine est devenue extrêmement instable. En mars 2025, après une réunion désastreuse entre Trump et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, les États-Unis ont suspendu le partage de renseignements avec l'Ukraine. Vous devriez remercier le président d'apporter cela au conflit. Êtes-vous allé en Ukraine et avez-vous dit quels sont les problèmes que nous avons? J'y suis allé, j'ai vraiment vu et entendu les histoires et je sais que ce qui se passe, c'est que vous amenez des gens, vous les emmenez dans une tournée de propagande, monsieur le président. L'accès a été rétabli, mais Trump a menacé de le couper à nouveau si l'Ukraine n'acceptait pas un plan de paix qui impliquerait de céder un territoire important à la Russie. Pour l'Ukraine, cette instabilité était inacceptable. On ne peut pas mener une guerre sans être sûr d'avoir les données de renseignement nécessaires pour planifier les opérations. La semaine suivante, la France, en revanche, a offert de la stabilité. Emmanuel Macron a affirmé que le soutien français n'est ni lié à des négociations de paix, ni au changement politique, mais relève de la sécurité stratégique européenne. C'est un changement majeur dans l'équilibre des pouvoirs. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a démontré sa capacité à soutenir des opérations militaires de haute intensité, sans dépendre totalement des États-Unis. La France a prouvé que ses systèmes spatiaux, développés de manière indépendante pendant des décennies, peuvent fournir des renseignements au même niveau que les systèmes américains. Et cela change complètement le calcul stratégique de Poutine. Il a toujours cru qu'il pourrait éventuellement diviser l'alliance occidentale, qu'il pourrait manipuler les États-Unis à travers des négociations, que le soutien européen à l'Ukraine dépendait du soutien américain. Mais la France vient de prouver que ce n'est pas vrai, même si les États-Unis se retirent complètement. L'Europe a les moyens de continuer à fournir à l'Ukraine les outils nécessaires pour défendre son territoire. La capture du Grinch et la maîtrise du renseignement spatial surprennent Poutine, qui fait désormais face à un problème sans solution facile. Sa flotte fantôme est sous attaque physique. Ses forces nazes en Ukraine sont suivies par des satellites qu'il ne peut pas abattre. Et l'alliance qu'il espérait fragmenter est en train de se renforcer. Pour Vladimir Poutine, la France est devenue le problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Et pensez-vous que d'autres pays vont commencer à capturer des navires de la flotte fantôme russe? Qui pensez-vous sera le prochain à agir? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, partagez-le avec ceux qui ont besoin de connaître cette histoire. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres analyses comme celle-ci. À la prochaine!